Bonsoir Hervé Bellec et Alain Goutal et merci pour votre venue à la librairie Dialogue. Alors vous venez ce soir nous présenter KB Kreisbreis, voyage au cœur de la Bretagne. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les caractéristiques fortes du Kreisbreis? Vaste programme. Alors d'abord, oui, la principale caractéristique, c'est que les gens ne la connaissent pas. Les gens ne connaissent pas le Kreisbreis. Quand je parle des gens, c'est les Bretons en général. La plupart des Bretons vus sur la côte. Hein, et c'est intéressant, ça reste encore terra incognita. Hein, pour beaucoup de gens, sauf quelques petits points touristiques comme la forêt de Welgoat, les monts d'Arrée. Hein. Moi, je viens de Gemny-sur-Scorff. Hein, tout le monde connaît l'andouille de Gemny-sur-Scorff, forcément. Hein. Mais il y a une personne sur 15 qui serait capable de situer Gemny-sur-Scorff sur une carte. Alors voilà, je crois que c'est la première caractéristique pour les gens de Brest, hein, ou les gens de la côte. Voire de Rennes, alors là, n'en parlons même plus, quoi. Hein, voilà. Et la deuxième caractéristique, c'est Valpers, un certain isolement. C'est un monde très rural, un monde qui reste encore agricole, très agricole, un territoire de bocage qui a été entretenu au fil des siècles. Hein. Mais la véritable agriculture, pas l'agriculture industrielle. Hein, on est bien d'accord. On est d'accord. Et c'est un territoire où les vaches mangent de l'herbe. Comme l'a dit un copain qui est paysan bio du côté de Carhaix. Voilà. Disons qu'il y a plein de particularités dans ce coin-là. Il y a des secrets, il reste des secrets. Je crois qu'il faut pas traverser ce pays, on le traverse souvent, on va vite. Hein. On prend l'axe Lorient-Roscoff ou bien l'axe Châteaulin-Rennes, le nez dans le guidon, et puis on ne voit pas trop ce qui se passe autour. Et l'intérêt, justement, c'est prendre le chemin des loups, de louvoyer, justement. Et puis là, on tombe toujours sur des petites surprises. Et du coup, vous, Alain Goutal, est-ce que vous avez certaines particularités qui vous marquent particulièrement dans le Kreisbreis que vous voulez ajouter par rapport à celle que Hervé Bellec a citée? Hormis le fait d'y vivre, parce que c'est aussi pour ça qu'on a bossé ensemble sur ce bouquin. Hervé voulait que je travaille avec lui parce que ça fait 45 ans que j'y ai posé mon sac ou que j'y suis né en fait. Contrairement aux apparences. Non, les caractéristiques, c'est celles que vient de rappeler Hervé. C'est un pays très sauvage, très rustique, très secret et en même temps chaleureux. C'est comme une forme de désert habité, cultivé. C'est là où il y a toute la tête des sources hydrauliques, mais également culturelles, musicales, les chanteurs, les conteurs. Tout vient de là. Mes plus proches voisins, c'est les frères Morvan, grands chanteurs de Kanandiskan, équivalent des sœurs Guadec en garçon. Voilà, c'est un pays qui ne se livre pas d'emblée, d'où le fait qu'il donne cette impression de rusticité. C'est un pays qui peut paraître austère, mais qui ne l'est pas. Vraiment, et puis c'est un pays sauvage, quoi. Si l'agriculture industrielle ne s'y est pas installée, c'est parce que c'est un pays qui a des dents. C'est-à-dire il y a encore beaucoup de rochers, beaucoup de talus hérissés, voilà, donc ils ne peuvent pas non plus encore s'y mettre. Mais cela dit, il fait froid dehors aujourd'hui à Brest, mais chez nous, il a fallu franchir plusieurs barrières de dégel avant d'arriver à Brest. Hein. C'est dire, hein, c'est dire. Alors du coup, Alain Goutal, vous venez de parler du lien que vous entreteniez du coup avec le Kreisbreis. Et vous, Hervé Bellec, comment est-ce qu'est née cette relation avec le Kreisbreis et comment vous l'entretenez aujourd'hui? Alors, moi, je ne suis pas natif du Kreisbreis et je n'habite pas le Kreisbreis. Hein. La famille originaire du Kreisbreis, donc le pays Pourlette, est parti à Paris. Mes parents sont partis à Paris parce que dans les années 50, le boulot était à Paris, il n'y avait plus guère d'espoir pour beaucoup de gens. Hein. Donc j'ai passé toute mon enfance dans la banlieue parisienne, sauf l'été où on venait chez les grands-parents à la ferme. Hein. Et étonnamment, j'ai beaucoup plus de souvenirs, mais c'est peut-être le cas de la plupart des gamins, on garde plus le souvenir des vacances que le souvenir de l'école. Donc, cette odeur, ce son,
cette ambiance est profondément ancrée dans ma mémoire. Hein. Et je suis revenu, j'avais une quinzaine d'années, je suis revenu en pension à l'école, au lycée à Rostronin. Hein. Rostronin qui est le coin le plus froid de Bretagne. Hein. D'ailleurs, il y avait une station météorologique, c'est par là que je commence le bouquin d'ailleurs, qui depuis a fermé. Hein. On se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce trou? Voilà. Et puis, 3 mois après, je savais jouer de la guitare. 6 mois après, je jouais dans un groupe, parce que j'ai commencé par la musique. Hein. Et je me suis aperçu que j'ai fait plein de rencontres, etc. Ça n'a pas été forcément facile non plus. Au départ, j'étais parigot, tête de veau. Hein. Et puis, petit à petit, je me suis imposé, pas par la force, hein, je sais pas, par le charme, par la séduction. J'ai pris le Crèse-Braise dans les yeux, je regardais au fond des yeux, j'ai dit, hein, mon petit Crèse-Braise, si tu venais vers moi, là, on pourrait faire un petit brin de Cosette tous les deux. Je pense que ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors du coup, dans ce livre, vous proposez au lecteur une balade. Comment est-ce qu'elle s'est dessinée, cette balade? Alors, moi, j'ai fait les textes, et après, c'est Alain qui a travaillé par-dessus, qui a regardé, et puis après on a choisi ensemble. Alors comment j'ai fait? En fait, j'ai eu assez de mal à faire ce bouquin, je dois le dire, parce que c'est toujours difficile de parler de son pays. Hein. De parler de son pays d'une manière objective, mais c'est pas un bouquin objectif, hein, c'est une trajectoire personnelle, c'est une promenade, c'est un vagabondage. Et je suis parti avec mon camion, j'ai fait le pari de me perdre. Voilà. Il y avait une route un carrefour, je ne savais pas si j'allais tourner à gauche, à droite. Je me suis arrêté au stop et je me suis dit, bon, on va essayer à gauche, quoi. Voilà. C'était volontaire de ma part de me perdre. Je suis tombé souvent sur des cul-de-sac. Hein. Bon, ça c'est le travail du vagabondage. Hein. Et il y a aussi un travail historique et géographique. Hein. Je suis historien, géographe aussi. Et donc je suis bien sûr allé fouiller dans tout ce que recelait ce pays-là, à partir des légendes jusqu'aux politiques actuelles. Et vous, Alain Goutal, comment est-ce que vous avez choisi les les illustrations, que vous réalisiez? Est-ce que vous étiez guidé par Hervé Bellec? Il y a 2 choses. Je vais vous dire comment j'ai choisi les illustrations. Du moins, on les a choisies ensemble. C'est-à-dire que son texte m'a inspiré un certain nombre d'illustrations. Je crois que je t'en ai proposé une 50aine et puis on en a choisi une 20aine. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Mais pour en revenir à la manière dont Hervé est rentré dans le KB au niveau romancier. Moi, j'avais déjà approché Hervé sur d'autres choses, notamment pour Armen, où on avait fait une balade dans le KB, justement, au sujet d'un article. J'ai vu comment Hervé travaillait. Je savais déjà comment Hervé travaillait, puisque, mine de rien, on avait collaboré ensemble sur Diazul. Dans Diazul, oui. Tu publiais Joël et Dimanche, ouais, tout ça, là. Hein. Mais je l'ai vu travailler. Et il travaille, en fait, comme un illustrateur, comme un dessinateur travaille. Et en fait, il dessine avec des lettres. Il prend plein de petites notes dans un petit carnet, dans des petits carnets. Nous, on fait exactement la même chose. Et de ces petites notes, il les met bout à bout et ça fait des textes, ça fait des bouts de texte. Et nous, les petites notes qu'on prend, ça fait des bouts de dessin ou des dessins. Et ça m'a beaucoup plu, sa méthode, sa manière de faire. Je me suis reconnu, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas que sa manière de travailler ait donné ce résultat-là. Parce qu'au début, il a dit qu'il avait eu un peu de mal, mais la première fois, c'était un G. Son premier G, les 6-7 premières pages, tu me les as envoyées. Ouais. Et je lui ai simplement dit, ça sent bon. Donc, et tu m'as dit, bon, à ce moment-là, je continue. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Ça sent bon parce que notre pays est un pays, effectivement, il y a de la moisissure, il y a du lichen, il y a de l'humidité. Toutes les pluies qui arrivent à Brest, c'est nous qui les gardons. Hein. C'est juste pour vous donner une petite information par rapport à ça. Mais c'est un pays qui sent. Il a du nez, quoi. Et la manière dont Hervé l'a restitué, c'est exactement ça. Alors du coup, dans ce livre, on découvre une Bretagne avec des villages qui sont parfois déserts, mais aussi des villages où il y a plein d'initiatives très dynamiques de la part du milieu associatif. Alors selon vous, est-ce que ces villages ils sont amenés à se dépeupler ou à se repeupler?
Ben, si je prends l'exemple de Trémargat, hein, Trémargat est connu pour avoir été la victime, je dirais, d'un article dans les années 60, hein, où le journaliste disait carrément que Trémargat n'avait plus aucune raison d'exister. Il décrivait des enfants comme des demeurés qui circulaient, enfin voilà, des analphabètes. C'était un portrait terrifiant, hein, et très humiliant pour les gens d'ici, les gens de là-bas. Et puis, dans les années 70, il y a pas mal de ce qu'on appelait des hippies à l'époque, plus tard des néo-ruraux qui se sont installés. Les Béhir. Voilà, des Blaouirs, ouais. Tiens, les cheveux Et qui sont... qui ont pris racine. Ça n'a pas été toujours très facile pour eux de s'imposer. Et aujourd'hui, Trémargat est un des villages les plus jeunes de Bretagne, hein. Il y a plein de gosses à l'école, voilà, ça fourmille de partout, etc. Il y a une épicerie associative, enfin tu connais un peu mieux que moi. Alors c'est un exemple, mais on va trouver peut-être 10-15 km plus loin, au village suivant, des villages sans un seul bistrot. Les bistrots ont fermé, la boulangère a fermé, l'école a fermé, la poste, il n'y en a plus. Reste parfois un petit bistrot. Ouais, il y a des villages qui sont dans les courants d'air. Tu as l'impression qu'ils ont perdu leur vie. Et puis tu as d'autres villages qui sont pleins de souffle. C'est aussi un courant d'air, hein, le souffle. Mais c'est des souffles de vie. Mais c'est une métaphore, mais elle est réelle. On parlait de Bulat tout à l'heure, ou même Huelgoat, mais Huelgoat plus aussi avec le tourisme que Bulat n'a pas. Mais à Bulat, par exemple, il y a plein de jeunes zikos qui sont installés. Et il y a une population extrêmement jeune. À côté de ça, il y a des villages qui sont beaucoup plus vieux, vieillissants, qui sont en train de mourir, quoi. Mais d'autres sont extrêmement vivants, à tel point, mais on en parlait l'autre jour, à tel point qu'il y a quelques années, l'ANDRA a voulu nous imposer l'enfouissement de déchets radioactifs en Centre-Bretagne. Pour eux, c'était un désert, donc il n'y aurait pas de résistance. Et en l'espace de 15 jours, on a réussi, à l'époque, il n'y avait pas Internet ou quoi que ce soit, on a réussi à mobiliser plus de 20 000 manifestants à Quintin. Ils ont arrêté le projet immédiatement. Pour te dire, ça bouge. Puis c'est cultivé quand même. C'est un pays extrêmement cultivé à tout point de vue, aussi bien au niveau de la curiosité, donc, parce que comme ils sont cultivés, mais au niveau de la musique, au niveau de la littérature, au niveau de la peinture. Mon plus proche voisin, en dehors des frères Morvan, c'était Fanche Vidamant, qui était un peintre extraordinaire. Voilà, c'est pour te donner... c'est vraiment très très chouette. Donc on a fait récemment 2 lectures publiques, hein, dans des petits lieux, des cafés-librairies, des bistrots brocantes, à Bulat-Pestivien justement, mais aussi à Berrien. Et il n'y a personne dans le bled, on se dit, ouh là là, qu'est-ce qu'on vient faire? Et le soir, c'est plein, quoi. Les 2 salles étaient pleines, quoi. Ouais. Mais il y a un autre exemple, à Callac, on a créé un cinéma associatif qui s'appelle La Belle Équipe. On a le label Art et Essai, et il y a des avant-premières qui ont lieu à Callac. Quand tu as des metteurs en scène parisiens qui disent on va arriver à Callac, oulala, là là, en fait à Callac, pour les avant-premières, il y a 3 fois plus de monde qu'à Paris. Parce qu'en général, les avant-premières, c'est dans les petites salles, il y a quelques parisiens, sauf qu'à Callac, c'est plein. Il y a un metteur en scène qui vient présenter son film, c'est plein. Et ça les scotche, quoi. Vraiment. Voilà, c'est pour... Et alors, si vous deviez nous conseiller un endroit, un village, un café, un temps où s'arrêter dans le Kreisbreizh, quel serait-il? Ça va être difficile parce que si on cite un lieu, les autres risquent d'être jaloux. Bon, moi j'ai envie de parler de l'autre rive. C'est des gens qui viennent d'assez loin et le patron s'appelle Marc, la patronne Catita qui est catalane. Marc, je ne sais plus trop d'où il vient, mais c'est un grand voyageur. Tous les deux ont travaillé longtemps en Afrique dans l'humanitaire. Et il y a une dizaine d'années, ils cherchaient justement un lieu avec ce projet qu'ils avaient de café, librairie. On est en pleine forêt du Huelgoat, c'est pas forcément évident à trouver. Le lieu est magique, hein, on est entouré les arbres poussent sur les rochers, hein, c'est très beau, très beau. Et, il y a des bouquins partout. Il y a des bouquins, et il y a de la bonne bière, il y a du bon thé, voilà, et il y a tout pour être heureux.